Bonsoir et bienvenue à tous dans cette dénommée salle de la passerelle. Nous sommes donc dans un séminaire qui s'intitule À l'Est d'Éden. Et ce séminaire, nous explorons les moyens de gérer le complexe de Caïn. C'est un thème promu par Gérard Haddad depuis maintenant plusieurs années. Comme il l'a rappelé dans la séance inaugurale du 19 décembre, le complexe de Caïn, au contraire du complexe d'Oedipe, ne se résout pas. Il se gère plus ou moins bien, plus ou moins mal, et sans résolution définitive, toujours fragile, jalonné de crises ou de sursauts. Et après les deux premières séances que nous avons déjà eues sur le livre d'Edouard Saïd, que Gérard a présenté, le Moïse de Freud, nous avons ensuite eu la conférence de Marc Le Boucher sur Bach et le sacré. Et nous allons donc maintenant poursuivre notre chemin vers la compréhension de la violence et les moyens de la canaliser. Pour ce faire, nous allons interroger aujourd'hui diverses figures de la philosophie du droit, et leur conception de la violence, leur conception de l'origine de l'autorité, et leur conception de l'État, et puis leur rencontre ou leur débat avec la psychanalyse. Nous allons ainsi naviguer entre la théorie pure du droit de Hans Kelsen, et notamment cette norme fondamentale, la grande norme qu'il positionne à la base de la pyramide des normes qu'il a conceptualisée, la théorie psychanalytique du surmoi et complexe d'Oedipe de Freud, et puis encore la critique de la violence de Walter Benjamin. Et puis nous allons faire ce voyage passionnant avec Siam Keller, qui est psychanalyste et membre de notre association. Bonsoir Siam. Bonsoir. Et je précise que tu es l'autrice d'une thèse de doctorat que tu as soutenue en 2010 et qui est intitulée « Les paternités médicalement assistées », avec comme sous-titre « Quelques considérations cliniques et psychopathologiques relatives aux nouvelles techniques de procréation ». Nous aurons évidemment une séance de questions-réponses à l'issue, enfin en deuxième partie de cette séance. Et sans plus attendre, je te cède la parole pour que tu nous présentes cet intéressant débat entre Hans Kelsen et Freud, qui s'est déroulé en 1922, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Bon, bonsoir à tous. Donc je vais lire parce qu'il y a tellement de choses et je ne peux pas être que dans l'improvisation orale. Donc j'espère que vous allez pouvoir me suivre. Alors, il m'a semblé qu'à chaque fois où Gérard Haddad posait cette fonction CXA, KNX Abel, qu'il propose de lire comme un logarithme ou un axiome pour une critique de la violence, que ce X était une instance juridique régulatrice du rapport entre les frères, une loi qui interdisait le meurtre. Ma lecture s'est avérée unidimensionnelle ou une projection subjective, car une autre personne pourrait stipuler que ce X serait de trouver un moyen juridique de légitimer le meurtre des frères. Sous le masque de la légitime défense, il y a une incitation explicite à tuer ce frère ou cette sœur, de faire disparaître ce A sans aucun procès, le ou la tuer par la force des muscles, par des armes qui sont aujourd'hui de plus en plus sophistiquées et tendent à une perfection qui promet la guerre totale. L'illusion qu'une instance juridique puisse arrêter un massacre de masse se dissipe face à la puissance destructrice des humains, nous renvoyons à tous, individus civilisés, un impossible à penser. Ce X a pris chez les nazis la forme d'une machine administrative bien organisée, efficace, sophistiquée, que le film Un spécialiste de Eyal Sivan et Ronnie Broman l'avait brillamment montré, celle de Eichmann, un fonctionnaire exemplaire qui obéissait aveuglement aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques,
à l'impératif catégorique kantien, dit-il au cours de son procès, au sens de devoir. Lors de ce procès qui a duré 6 jours et qui a été diffusé en direct sur les chaînes de TV israéliennes, Eichmann s'était positionné comme un philosophe qui renvoyait la responsabilité, entre guillemets, à notre éducation, à une responsabilité collective, celle qui lui avait appris, ce sont ses mots, à obéir sans discuter, à éviter l'épreuve de pensée quand il s'agissait d'exécuter des ordres. Kein Warum, il n'y a pas de pourquoi, le mot d'ordre que fonctionnait comme une loi dans les camps de concentration. X ici est à entendre exterminer, en finir une fois pour toutes avec ce mal absolu que constitue dans la logique nazie le différent, l'hétérogène, l'étranger. On peut dire que chez Eichmann, la forclusion de la loi « tu ne tues pas ton prochain » est dans ce cadre parfaitement opérante puisqu'aucune instance coercitive ou contraignante, ni intérieure ni extérieure, ne vient menacer de transformer le meurtre de masse en culpabilité. S'ouvre dès lors un autre procès, celui de la loi, du droit international, de son fondement paradoxal ou de son instrumentalisation par la politique, de sa violence fondatrice et contraignante, de son refoulement ou de son rejet. Je rappelle ici que le cadre juridique des lois qui ont permis l'accusation des criminels de guerre a été constitué lors du procès de Nuremberg, puis de Jérusalem, un cadre qui pose comme principe fondateur du droit international la catégorie du génocide, un État donc contre un État ou un groupe ethnique caractérisé, ce qui rejoint la notion de responsabilité collective, mais surtout, et ce qui va être l'objet de mon intervention, et qu'on l'oublie souvent, c'est la catégorie de la responsabilité individuelle. Je cite donc le statut, le fait que les accusés ne peuvent invoquer l'obéissance aux ordres comme excuse. Ce cadre s'est inspiré des travaux du juriste Hans Kelsen, présent au procès de Nuremberg, mais surtout membre de la Commission des sociétés des nations contre le crime, établie en 1945. Kelsen est un ami proche de Freud, son mentor, son inspirateur, comme il le disait à son biographe Rudolf Metall. La photo de Freud sur son bureau, il affirme qu'il s'était identifié à sa théorie et que la psychanalyse l'avait toujours accompagné et influencé son parcours juridique et sa pensée. Si j'évoque dans ce séminaire le lien étroit entre le droit et la psychanalyse, c'est pour appeler ouvertement à ce que les psychanalystes et les juristes se sentent pleinement impliqués à penser l'actualité de la guerre, ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux au Proche-Orient, qu'ils participent, comme Freud et Kelsen l'avaient entrepris en leur temps, à penser à contre-courant de la masse, car c'est une illusion de croire que ce qui nous affecte dans cette guerre, c'est uniquement la mort des êtres humains. C'est le spectacle sanguinaire de la transformation de tout un monde qui défile sur nos écrans. Ceux qui tuent ou ceux qui encouragent le massacre sont des gens comme nous, qui ne sont pas des monstres, mais des humains, trop humains, peut-être même qu'ils sont reconnus par leurs proches comme des gentils pères, des tendres époux, des pacifistes. Il y a manifestement chez certains psychanalystes une fascination pour la guerre, pour le langage de la puissance, à l'heure où cette approche est pointée du doigt en tant qu'irrecommandable, faible. Il y a une jubilation qui questionne le rapport de chacun à la violence mortifère et au crime, à la responsabilité individuelle et à la capacité de chacun à dire non au fratricide, donc à désobéir. Freud, en pessimiste avisé, considérait que croire qu'un jour les êtres humains pourront se passer de la guerre et de l'extermination serait une illusion. Ce X posé entre les frères relèverait-il d'une utopie nécessaire? Dans sa correspondance avec Einstein, il lui pose une question qui sonne comme une provocation cynique.
Après avoir avancé tous les arguments analytiques pour prouver que l'humain est prêt à tout moment à tuer son prochain, qui trouvera toujours une raison ou une autre pour l'exterminer, il interroge, entre guillemets, l'énigme constitutionnelle du sujet pacifiste. C'est lui qui refuse la guerre, qui désobéit. Le malaise de la civilisation nous n'empêche pas de faire le choix, soit de se ranger derrière les tambours de la guerre, soit de faire un pas de côté, danser une valse à l'instar d'Oscar le tambour de Günter Grass, qui a transformé une foule de militaires nazis en un rythme de valse collective et joyeuse. Le débat, ou plutôt la controverse entre Freud et Kelsen, a eu lieu en 1922, entre les deux guerres mondiales, dans un contexte politique viennois marqué par une crise de la politique à tous les niveaux, parlementaire, juridique, social, économique, moral et éthique. J'introduirai à ce débat Freud-Kelsen, une fois situé dans son contexte et ses étendues, un troisième qui n'a pas eu lieu, qui lui est contemporain, 1921, mené en Allemagne par un autre philosophe, Walter Benjamin, et sa critique de la violence. Qui est donc ce juriste Kelsen et quel rapport avait-il entretenu avec la psychanalyse? Qu'est-ce qu'il est venu chercher chez Freud et qu'est-ce que Freud avait trouvé chez lui? Hans Kelsen est né à Prague en 1881 dans une famille juive de langue allemande. À l'âge de 14 ans, il quitta son pays natal avec sa famille et s'installa à Vienne où il termina ses études secondaires et entreprit des études de droit. En 1919, il est professeur titulaire de droit constitutionnel et de la philosophie de droit à la faculté de Vienne, dont il deviendra le doyen 2 ans plus tard. À l'âge de 40 ans, il a été désigné par le Parlement autrichien juge à vie de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, devenant un peu plus tard son rapporteur permanent. Dès 1905, le jeune juriste, il avait 24 ans, a soutenu sa première thèse en droit, dans laquelle il montrait comment les conceptions métaphysiques du monde médiéval n'étaient pas isolées de leur système politique autocratique, et cette thèse, comme il l'avait rappelé dans son essai politique La démocratie, si elle n'avait pas recours à la psychanalyse pour l'argumenter, cette dernière est venue plus tard la consolider. Je le cite. Si en effet on imagine l'organisation de la société humaine sous la forme d'une monarchie universelle avec l'empereur ou le pape à sa tête, c'est bien parce qu'on se présentait cette organisation à l'image de la souveraineté divine sur le monde. Dans une lettre que Kelsen adressa à l'historien américain Charles Gluck, il racontait avec humour comment il fut mêlé à la fin tragique et dérisoire de l'Empire austro-hongrois, alors qu'il était un simple fonctionnaire dans le ministère de l'Armée au service juridique. Il avait pris l'initiative en septembre 1918 de rédiger un mémorandum par lequel il recommandait la création d'une commission chargée d'organiser l'inévitable liquidation de la monarchie et la transformation de l'Empire en une confédération. Le cabinet de l'empereur, à qui Kelsen envoya son travail, l'aurait invité à prendre contact avec un professeur de droit, Heinrich Lamarck, pour mettre en œuvre ce projet. Lamarck a conseillé Kelsen de retourner plutôt voir l'empereur pour demander la constitution d'un nouveau cabinet ministériel. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans le bureau du jeune juriste à distribuer les portefeuilles ministériels. Une nouvelle coalition est née, dirigée par des sociaux-démocrates avec qui Kelsen avait des affinités. Le nouveau chancelier Renner avait demandé à Kelsen de participer à la rédaction de la nouvelle constitution qui, en définitive, portait dans sa globalité le texte de son mémorandum. N'ayant pas mesuré les conséquences politiques et juridiques de la nouvelle constitution, l'empereur a validé ce que fut plus tard la cause de sa propre chute. La constitution
fut adoptée en 1920. On conçoit qu'avec la constitution de la nouvelle République fédérale autrichienne, qu'apparaît pour la première fois de l'histoire le modèle actuel de la justice constitutionnelle en Europe, en l'occurrence un organe juridictionnel chargé de trancher les questions de constitutionnalité par une instance de contrôle centralisée des lois. Cette instance a pour architecte Kelsen. Elle fut adoptée par la suite par l'Espagne, l'Italie, la France et la République fédérale allemande. Sa principale idée s'énonce comme suit. Il ne suffira pas d'élaborer une constitution et de la remettre aux mains des politiques en chargeant le sommet de l'exécutif, donc le président du Reich, de garantir son applicabilité. Selon le juriste autrichien, il n'y a que le droit qui peut valider la fin et les moyens de son applicabilité. Par conséquent, il fallait simultanément poser la Constitution et créer un organe qui contrôle ou qui veille à son application. La Haute Cour constitutionnelle a pour principe premier l'impartialité, c'est-à-dire une indépendance par rapport aux différents partis politiques qui siègent au Parlement ainsi qu'à l'exécutif. Il désigna lui-même cet acte comme une mise à mort intellectuelle du père, une mise à mort sans couler de sang. L'assimilation de l'acte juridique à une violence sans couler du sang, une violence légitime, commence ici à prendre forme dans ses écrits et plus tard dans sa théorisation de l'essence du droit et de la conception de la démocratie. À la symbolique de cette violence légitime qui tranche, celle qui ne fait pas couler le sang, qui frappe sans faire signer, sans tuer le vivant, j'y reviendrai tout à l'heure. Tout au long de son œuvre, le juriste autrichien avait travaillé à purifier le droit de toute référence autre que le droit positif et surtout à apporter une critique virulente contre la doctrine du droit naturel. Ses principales thèses développées dans son ouvrage La théorie pure du droit sont profondément inspirées de la phénoménologie de Russell et de Kant. Dans ses cours prononcés au juridique de Vienne, au centre juridique de Vienne, institut qu'il avait lui-même fondé, il enseigna de 1911 à 1929 ce qu'il appelle la méta-jurisprudence, doctrine qui consistait à radicaliser le positivisme normativiste en vidant l'ordre juridique de toute référence religieuse, chrétienne essentiellement, car selon lui, le droit est une science normative qui ne peut et ne doit se référer à aucune autre discipline, médecine, psychologie, sociologie, biologie, religion ou autre. Une controverse virulente l'opposa à Carl Schmitt, qui a marqué l'espace politique et juridique, l'un prenant la supériorité de l'instance juridique, l'autre la souveraineté du président du Reich, l'un avertissant des risques d'un État total, l'autre craignant le risque de l'effondrement de l'État par l'affaiblissement du pouvoir exécutif. Sa laïcité radicale lui a coûté des virulentes critiques antisémites. Il statua sur la validation d'une loi visant la reconnaissance de la dissolution du mariage catholique. Jusqu'à cette époque, seul l'empereur ou le pape pourront déclarer la dissolution, alors que pour Kelsen, un juge civil pourrait le prononcer au nom du principe de laïcité. En 1920, de 1920 à 1929, Kelsen était la cible directe des attaques antisémites venant de la presse catholique, qui a remis en question l'impartialité de la Cour constitutionnelle et son principe de neutralité par rapport aux différents partis parlementaires. Kelsen a fui Vienne en 1929 et enseigna le droit à Cologne, Prague puis à Genève, ce qui lui a permis d'échapper aux nazis. Il se réfugia en 1940 aux États-Unis, où il écrivit la grande partie de ses œuvres. Ses travaux sur le droit international, la primauté du droit sur la politique et la question de la responsabilité individuelle en droit international ont été, et le sont toujours, une référence majeure qui ont contribué à la construction d'un cadre juridique pour juger les criminels de guerre. On va voir
dans ce qui suit que c'est chez Freud qu'il va trouver les fondements théoriques de la question de la responsabilité individuelle, de la désobéissance comme une voie alternative possible au meurtre sous l'effet d'un ordre supérieur. Le rapport Freud-Kelsen. Kelsen était un ami personnel d'Otto Weininger, l'auteur du Sexe et caractère, qui s'est suicidé juste après l'apparition de son ouvrage. Nous savons par l'intermédiaire de Jones que Otto Weininger a été mêlé à la vie de Freud en raison de la proximité de leur champ d'investigation et par une controverse impliquant des allégations de plagiat. Fliess accusa donc Otto Weininger d'avoir plagié ses conceptions de la bisexualité et de la périodicité psychique. La situation était d'autant plus délicate que Freud, dont la relation avec Fliess s'était considérablement détruite, était directement impliqué dans le conflit. Il lui était reproché d'avoir parlé à un de ses analystes, un certain Hermann Svoboda, qui était un ami de Otto Weininger, des travaux encore secrets de Fliess. Rodolphe Mettal, donc le biographe de Kelsen, nous donne quelques repères sur la relation d'Otto et Kelsen. Pour ce biographe, la suite tragique du conflit aurait une influence déterminante sur la décision du jeune Autrichien d'entreprendre une carrière juridique. Comment il s'est rapproché de Freud? En assistant durant un semestre à son séminaire, en partageant en 1921 des vacances d'été dans la même villégiature. Est-il venu simplement en ami? Je n'ai pas de réponse à cette question. Officiellement, on sait que Freud l'avait invité à donner une conférence en 1921 et qu'il s'était précipité à publier cet article dans sa revue Imago, quelques mois après sa prononciation. Je me base ici sur la traduction apparue dans la revue Incidence, le surmoi, jeunesse politique, qui est parue donc en 2007. La critique de Kelsen, donc. Son titre, c'est Le concept d'État et la psychologie sociale, comportant en particulier un examen de la théorie freudienne des foules. Un article qui est dense, complexe, composé de 3 parties. L'auteur débute avec une critique contre les sociologues, citant Simmel. La deuxième partie, un exposé et une critique des thèses avancées de Freud dans la psychologie des foules et analyse du moi. Puis une troisième partie qui est un revirement inattendu de la situation, un éloge et une glorification de l'approche freudienne de la foule, comme si le juriste venait de découvrir une pièce manquante à son édifice juridique. D'entrée de jeu, Kelsen pose la problématique générale. Comment, comme toutes les formations sociales, l'État, qui est la plus importante d'entre elles, est l'unité spécifique d'une multiplicité d'individus, ou du moins d'actes individuels. Et en son fond ultime, la question de l'essence de l'État porte sur la nature de cette unité. Le problème est le suivant: de quelle manière, selon quels critères, cette multiplicité d'actes individuels se noue-t-elle en une unité supérieure? Comment les éléments singuliers qui composent l'État, les individus et leurs actes, se lient-ils pour constituer un supra-individuel, un Über-individuellen? À partir de cette question, il va énumérer un ensemble d'arguments contre les thèses sociologiques qui appréhendent l'État comme une réalité naturelle, posée d'emblée comme un ensemble unifié et présenté comme un objet d'étude, qui l'assimile à un fait social total. On étudie par conséquent l'unité État comme un ensemble d'interactions psychiques qui lient les individus entre eux, sans se soucier d'identifier la nature de leurs liens, et on n'en conclut qu'une famille, un ensemble d'individus dans une cérémonie, un groupe de résidents d'un hôtel, une rencontre éphémère entre plusieurs personnes,
forment une unité qu'on compare de ce fait à la formation de l'État. Or, l'État se distingue des autres formations sociales comme la nation, la classe, la communauté religieuse. Une telle distinction est à chercher du côté de la nature des liens, sa particularité avant tout. Au même temps qu'il avance cette critique, il affirme « L'appartenance à l'État est définie selon un ordre juridique présupposé valable. Tous ceux pour qui cet ordre juridique est reconnu, pas uniquement en raison des liaisons religieuses, nationalistes, communautaires, sont admis comme appartenant à l'État. La conception naturaliste de l'État est en parfaite contradiction avec l'idée d'unité que forme un État, car sinon, comment compter les minorités, les opposants, la lutte des classes, comme émanant d'individus pouvant cohabiter et se reconnaître malgré tout, malgré leurs différences, comme appartenant à un seul État. Je le cite, « Si on voulait fonder l'État sur cette doctrine, il s'engloutirait à coup sûr dans les abîmes sans fond des oppositions économiques, religieuses et nationales. » La critique porte ici sur la tendance des sociologues à additionner les psychologies individuelles en transposant un modèle individualiste sur une formation d'une multitude d'individus, l'étudiant comme si elle avait un corps unifié. Sans questionner bien sûr la nature de ce lien qui cimente cette masse. À ces sociologues, il déclare ironisant « L'âme du peuple aurait un corps, c'est un miracle, vous êtes priés de le croire. » Selon Kelsen, son ami, donc Freud, se distingue de ces sociologues en avançant une autre lecture qu'il décrit au départ de son article comme originale et audacieuse. Il reconnaît à Freud d'avoir présenté dans ses travaux sur la psychologie des foules et l'analyse du moi une explication psychologique des liens entre les individus engloutis dans la foule sans jamais quitter le champ de la psychologie individuelle. Kelsen s'élance après dans une restitution fidèle de toutes les hypothèses proposées dans l'analyse des foules qu'il adopte une à une jusqu'à une certaine limite qui touche à son objet d'étude, donc à savoir la question de l'essence de l'État. Il rappelle ceci. L'analyse des foules par Freud adoptait comme paradigme le couple, l'enfant et son père, ainsi que les liens libidinaux qui caractérisent cette unité. Dans la foule, l'individu cède une part de son narcissisme sous l'effet des forces liantes de l'éros et sous l'effet du déplacement d'un amour de soi limité par l'amour de l'étranger. Les individus s'identifient les uns aux autres et chacun perd de sa singularité en opérant un sacrifice indispensable, celui d'une part de son narcissisme. L'abolition des différences est favorisée par une amnésie collective des conflits qui les opposent et par un besoin d'obéissance. Freud repère la place que prend le meneur dans ce type de foule organisée auquel les personnes s'identifient en l'introjectant à la place de leur idéal de moi. Double identification, donc horizontale et verticale, les individus entre eux, identification, et les individus avec le meneur. Une foule primitive est donc, aux yeux de Freud, une somme d'individus qui ont mis un seul et même objet à la place de leur idéal de moi, qui ont abdiqué leur idéal, l'ont troqué contre l'idéal de masse incarné par le meneur, et se sont pour cette raison identifiés mutuellement. Contrairement à Le Bon, qui va jusqu'à attribuer une âme collective à la masse organisée, Kelsen se rallie à Freud qui, lui, pense le processus psychique au singulier et recuse cette erreur d'hypostasier la foule en unité abstraite et déconnectée du sujet. Pour Freud, il n'existe pas de psychisme autre qu'individuel et dans tous les cas, sa psychologie reste une psychologie individuelle. Sauf que Freud fait un glissement inacceptable pour le juriste autrichien quand il englobe l'État dans la même catégorie des foules organisées, à côté de l'Église et de l'armée.
L'État ne peut être comparé à la foule, à une masse provisoire composée d'éléments hétérogènes en apparence, mais homogènes dans son fonctionnement, qui pour un instant se montrent soudés. Kelsen admet l'apport majeur de Freud qui, contrairement à Le Bon, met l'accent sur la force de la soumission exercée par le meneur. Il admet volontairement la comparaison de la foule contemporaine à la horde primitive, telle que Freud l'avait présentée dans ses essais antérieurs, c'est-à-dire Totem et Tabou, qu'il était en parfaite connaissance de Totem et Tabou. Reste pour lui une question. L'État est-il aussi une foule psychologique? Les sujets soumis à l'État, appartenant à l'État, sont-ils aussi pris par cette double identification? Kelsen admet que l'analyse portée sur la double fixation, meneur, identification les uns aux autres, apporte une critique précieuse contre les formations groupales qui jouent sur un mode moderne, le comportement observé dans la horde primitive, mais recuse vivement le fait d'étendre cette analyse à l'essence de l'État, qui lui ne peut être comparé à un groupe éphémère, instable et fragile. Et pointe chez Freud une contradiction quand il généralise hâtivement ce phénomène à l'État sans aucun effort de distinction. De plus, le phénomène d'identification, dit-il, suppose un lien libidinal entre des personnes connues, le couple enfant-père. Or, comment s'identifier à des inconnus et pourtant des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne partagent pas les mêmes croyances, la même religion, les mêmes idées, des noms identiques, peuvent manifester une appartenance à un État et par conséquent cohabiter. C'est un confédéraliste, rappelons-le, il ne peut supporter cette vision primitive des institutions. Il relève chez Freud un autre axe de lecture qui rend son analyse de la masse nettement distincte de Le Bon, une différence caractéristique entre des foules avec meneurs et des foules sans meneurs qui, elles, mettent à la place de leur idéal de moi une abstraction, donc une idée de l'autorité suprême. La personne du meneur est dans ce cas secondaire. Kelsen adopte totalement cette hypothèse et l'apprivoise en termes juridiques. L'État, dit-il, est exactement une foule du second type, c'est-à-dire une foule organisée sans meneur. C'est une idée directrice. Il définit l'État comme ça. Une idée directrice, un signifié spécifique, une incarnation dans l'idéal de moi d'une appartenance, l'intériorisation d'une idée qui ne peut être qu'un ordre juridique, c'est-à-dire un ordre de contrainte. À l'injonction que Freud repère comme émanant de l'idéal de moi, soit comme ton père, il propose la contrainte comme principe liant. Ne sois pas comme ton père, il t'est interdit de prendre sa place. Autrement dit, à la place d'un impératif catégorique kantien, obéis, il faut simultanément introduire un opposant, désobéi. Le sujet juridique serait celui à qui une instance extérieure reconnaîtrait la capacité d'un conflit intérieur entre l'obéissance et la désobéissance, un sujet tiraillé entre des injonctions paradoxales. La généralisation faite par Freud ne servira aucunement le juriste à soutenir son édifice constitutionnel, dont les bases ont été fondées sur une différenciation entre un État-nation, un État religieux, un État de droit. L'État de droit est le seul qui pourrait embrasser cette multitude sans sacrifier l'individu. La troisième partie de cet exposé comporte une récupération pure et simple de la théorie freudienne au profil de sa théorie de l'état de droit. Et il retourne comme un gant la critique contre Freud en un éloge d'une théorie psychanalytique de l'état. Un revirement de situation s'opère nettement dans ce qui va suivre. À partir de la conception du lien de masse sur le modèle de l'armée et de l'Église,
lu par Freud comme un lien échafaudé sur le modèle de la horde primitive, Kelsen reprend la thèse du meurtre du père, le père bestial qui jouissait seul de toutes les femmes et des biens. Il n'a pas suffi aux frères de tuer ce père bestial, et ils l'ont dévoré lors d'un repas totémique. Le pacte de solidarité entre frères est conçu sur fond de culpabilité qui s'est transformé en une idéalisation du père mort. Le rituel de l'ingestion de l'animal totémique répète l'acte des dévorations après le meurtre, occasion de cimenter la communauté des frères. L'animal totémique, l'effusion du sang, est devenu par déplacement un substitut de la divinité crucifiée. Kelsen reprend le mécanisme d'intériorisation des normes qui vont, selon lui, et par un autre détour, servir sa théorie générale de l'État. Il déclare que toute personnification, toute anthropomorphisation de l'État est une conséquence de cette pensée substantialiste, héritière d'une pensée totémique où le monarque, vicaire de Dieu, se confond avec la norme juridique. Le droit naturel chrétien serait dans ce cas mis au service d'une théorie de l'État des primitifs qui exige le sacrifice, l'effusion du sang, idéalise la puissance paternelle et prône en plus l'amour du prochain. Dans un écrit ultérieur, il affirme que la communauté du sang et selon cette configuration juridico-religieuse, joue sous le masque totémique des primitifs la mascarade de la démocratie. Et pointe ici spécifiquement la religion chrétienne dans son rapport à l'incarnation de Dieu. Elle offre aux théories du droit naturel un soubassement à l'hypostase de l'État. À travers l'incarnation de Dieu, le Dieu supramondain, dit-il, ce Dieu se fait monde ou éventuellement s'identifie à son représentant, c'est-à-dire l'homme. La théorie de droit qui conçoit le droit comme une entité naturelle qui s'exerce sur une âme collective devenue universelle est ainsi expliquée. Freud lui offre à son insu un argument de critique indispensable contre ses rivaux défenseurs du droit naturel. Je le cite, « L'analyse psychologique de Freud fait un travail inestimable en ramenant avec une efficacité sans précédent aux éléments de la psychologie individuelle les hypostases de Dieu, de la société et de l'État, parés de toute la magie de mots millénaires. » Quel effet va avoir cette critique sur la théorie et la clinique analytique? Balibar, dans son essai sur l'invention de surmoi, avance l'hypothèse que cette critique inattendue de la part d'Anami aurait déstabilisé Freud au point de renverser ses conceptions de l'appareil psychique. Le surmoi serait donc le résultat d'une perlaboration entre un psychanalyste et un juriste. Il vient répondre à la question politique de la désobéissance, pas celle de l'individu fusionnant avec la masse, qui perd sa singularité au profil d'un meneur ou d'une idée directrice, mais celle de l'individu qui s'oppose à la masse, qui en désobéissant pose un acte de subjectivation. Si la théorie analytique du groupe et des institutions est restée à ce stade tournée vers l'idéal de puissance, on ne pourrait concevoir les institutions comme des lieux de désubjectivation, d'aliénation. Par quel détour s'opère cette invention freudienne du surmoi? La psychanalyse est donc en dette vis-à-vis de ce juriste d'avoir relevé chez Freud la nécessité d'introduire dans sa conception, à l'intérieur de son corpus théorique, un représentant de l'extériorité, du social, une instance d'autocontrôle, un libre arbitre, comme on peut le dire, un agent de conflit qui, au même temps, il exerce la fonction attribuée à l'idéal de moi, l'autocontrôle, il agit comme un agent de contrainte. L'individu appartenant à un État est-il un sujet juridique et qui le demeure même lorsque l'État se trompe?
Comment comprendre sinon cette affirmation si on ne lui retrouve pas des soubassements inconscients? Nul n'est censé ignorer la loi. D'où provient ce savoir, sinon d'une intériorisation de la loi sans qu'elle soit lue? Suffit-il de la lire pour la reconnaître ou pour l'intérioriser? La notion de surmoi vient répondre à cette lacune en introduisant une conflictualité supplémentaire dans l'appareil psychique freudien jusqu'à 1923, première apparition de la notion de surmoi, jusqu'à là basée sur la force de l'éros, de l'amour du prochain, du déplacement des forces libidinales sur l'autre étranger par un sacrifice du narcissisme. Ce tribunal interne que Freud avait instauré dans l'appareil psychique, dans la deuxième topique, donc 1923, à côté du ça et du moi, c'est 1 an exactement après la critique de Kelsen. Il présente la vie psychique comme un théâtre d'un procès interne présenté par un style nouveau dans l'écriture, où il emprunte tout un lexique juridique jusqu'à la inexistence dans le corpus freudien. Il parle dorénavant en termes d'instance, qui n'est pas une couche ou une surface ou une membrane, terme emprunté au lexique médical. Il évoque une instance de contrôle, de surmoi, une instance de jugement. Il évoque la bataille des Uns comme métaphore de l'installation du surmoi dans la partie supérieure de la psyché. Il parle de la destitution royale du moi. En note de bas de page, donc dans le moi et le ça, il va écrire « Je me suis trempé en attribuant à ce surmoi la fonction de l'épreuve par la réalité, que cette fonction appartient non au surmoi mais au moi. Rien ne paraît plus compatible avec les rapports existants entre celui-ci et le monde de perception. » Or, Freud omit en ajoutant cette note de bas de page d'expliquer que cette notion est nouvellement introduite dans ses conceptions de l'appareil psychique, mais cette notion, telle qu'il la présente dans ce texte, moi et ça, différente et inassimilable à la fonction qu'il avait attribuée à l'idéal de moi. Le surmoi freudien de 1923 est différent théoriquement et dans ses répercussions cliniques de l'idéal de moi, qui est présenté comme étant le dépositaire des aspirations du moi. Le modèle, l'idéal de moi serait le modèle parental idéalisé, ce que je dois être, une forme de conseiller, dit-il, alors que le surmoi va mettre l'accent sur la notion de contrainte et le paradoxe de cette contrainte formulée comme suit. Je cite Freud. Parlant du surmoi, il ne se borne pas à donner conseil au moi, sois ainsi, comme ton père, mais il implique aussi l'interdiction, la contrainte, ne sois pas ainsi. La source qui permet au surmoi d'exercer cette domination est le caractère de contrainte qui se manifeste sous la forme d'un impératif catégorique. L'impératif kantien est l'effet d'une contrainte provoquée par une puissance intérieure qui lui est supérieure. On passe ainsi d'obéir à juger. Freud répond dans ce texte à des critiques sans nommer leurs origines. À des innombrables reprises, on a reproché à la psychanalyse de ne pas s'intéresser à ce qu'il y a d'élevé, de moral, de supra-personnel dans l'homme. Ce reproche était doublement injustifié. D'abord, le concept de refoulement qui est le contournement de l'homme vers les buts les plus élevés de la culture. Qui est, selon Freud, cet ordre moral le plus élevé chez l'homme, le baromètre pour lui d'un progrès dans la culture. C'est, dit-il, la transformation de la rivalité meurtrière entre frères et sœurs en une identification. Gérard. Sous le joug du refoulement et en intériorisant les sentiments sociaux,
s'opère une identification avec celui qui était primitivement un rival à abattre. Le couple prometteur d'une non-soumission à la foule n'est plus alors le couple enfant-père, mais frère et sœur, déplacement de couple de paradigme. Comme le Fils ne peut pas engendrer le Père, le droit ne peut être créé par l'homme, mais uniquement révélé par sa majesté. Ça implique que le droit est une création. Et comme le Fils ne peut pas créer le Père, donc on ne peut être que dans une verticalité. Changement de paradigme du couple qui n'est pas sans lien avec le politique. Le deuxième reproche auquel il essaye de répondre dans cet essai tient, dit-il, à la méthodologie de la recherche psychanalytique qui, contrairement à la philosophie qui se présente comme étant en possession d'une doctrine complète, celle-ci procède par essais et erreurs, tenant compte au fait qu'elle tenait à la complexité de la vie psychique, au normal et au pathologique. Autrement dit, s'il y a erreur, elle est inhérente à la méthodologie analytique. Son savoir se construit en tâtonnant. Le surmoi s'oppose au moi en tant que représentant des pouvoirs du monde à l'intérieur du sujet. Il dote ainsi le sujet d'un tribunal intérieur qui lui sert de clé de lecture pour comprendre les résistances à l'analyse, mais aussi à la culpabilité sans raison extérieure qui la justifie. C'est un hérité d'un complexe d'Oedipe, un juge sévère, dit-il, un juge sévère incarné qui entretient dans la vie psychique un droit de veto contre les penchants inconscients du ça. La lutte qui faisait rage dans les couches profondes, sans pouvoir se terminer par une rapide sublimation et identification, se poursuit désormais comme la bataille contre les Hans dans le tableau de Kolbach, dans une région supérieure. Le surmoi offre à Freud une étendue importante sur le plan clinique mais aussi théorique. Cette lutte permanente conduite par le surmoi explique qu'une remarque portée par l'analyste à son analysant concernant un constat d'une amélioration ou de la disparition d'un symptôme provoque une détérioration psychique alors qu'elle devrait logiquement satisfaire une demande de guérison. Le concept du surmoi offre à Freud un concept paradoxal, clé, pour justifier une réaction négative au traitement analytique et un besoin de maintenir l'état de maladie. Il permet d'analyser la culpabilité inconsciente en la posant comme le résultat, dit-il, d'une instance critique qui condense indifféremment morale, religion, contrainte sociale. Elle lui permet d'avancer qu'on a tort de considérer le criminel comme un être exempt de culpabilité, car celle-ci précède et pousse au passage à l'acte. Le besoin d'être puni par le droit se manifeste par une recherche d'une fixation de la culpabilité à l'extérieur, un espoir qu'un tribunal puisse prendre à sa charge cette lutte intérieure sans issue. De ce point de vue, le crime aurait une fonction purgatoire, une résolution morbide de la culpabilité. Suivant cette logique, on comprend mieux la fascination que nous éprouvons devant le criminel qui n'a d'égal que notre aspiration à s'extraire des contraintes surmoïques. Cette idée a été reprise textuellement en 1928 dans Dostoïevski et le parricide, où il a présenté le tribunal comme une scène tragico-comique d'un procès kafkaïen où tous les frères Karamazov sont à la fois coupables et innocents. Comment prononcer un jugement dans ce cas? Sur quelle base définir une responsabilité individuelle quand l'inconscient criminel entre dans la scène juridique? Juger est l'impossible. Il en découle de cette lecture le constat suivant. Paradoxalement, le droit, en multipliant les interdits, accable le tribunal intérieur, pousse au crime et à la transgression. Il crée en quelque sorte sa propre raison d'exister.
Avec le surmoi, Freud pense avoir trouvé une explication qui brouille davantage la polarité coupable-victime. Il dit « Comment expliquer que le névrosé obsessionnel ne peut se défaire de l'idée d'avoir commis un crime alors que dans la réalité, il est innocent, mais cela n'empêche chez lui un besoin vital d'autopunition. Est-ce qu'il faut parler dans ce cas d'un besoin du droit en tant que violence extérieure, une violence donc légitime, qui a des effets rédempteurs? Cet argument consistant à impliquer la responsabilité inconsciente dans un procès où juger devient une tâche impossible est une critique du droit en tant que violence. En 1926, Freud va reprendre l'essentiel de cette analyse dans un texte sous forme d'un entretien avec ou devant qui? L'homme impartial qui n'est autre que Hans Kelsen. L'entretien avec l'homme impartial. Donc plusieurs indices dans cet entretien, publié sous le titre « Entretien avec un homme impartial », montrent qu'il s'agissait bien de Hans Kelsen, fondateur de la Cour, qui est la Cour impartiale. Freud le présente comme un haut fonctionnaire de l'État, insiste sur le fait que cet entretien a bien eu lieu et surtout il insiste tout au long de ce texte sur le qualificatif « un homme impartial ». Ce texte est connu dans le monde analytique sous le titre de l'analyse laïque. Le choix de garder son interlocuteur anonyme est peut-être lié au contexte de cet entretien que je vous ai mentionné plus haut, une vaste campagne à caractère antisémite contre l'homme impartial. Kelsen est accusé d'être une figure intellectuelle étrangère à l'âme germanique et catholique de l'Autriche. La cour qu'il avait fondée a été destituée en 1933, donc avec l'arrivée des nazis au pouvoir. La référence dans cet entretien à Otto Weininger, le théoricien de la philosophie de Comcy, était prononcée par Freud sous forme de reproche. Il lui dit « Vous êtes influencé par cette théorie à la mode ». En effet, Kelsen n'a jamais abandonné la notion de caractère, qu'il arrive parfois à combiner d'une manière très intelligente avec les instances freudiennes, le moi, le ça et le surmoi. Je donne ici un exemple. Il dit ceci, donc Kelsen dans un article qui intitulé « Forme d'État et vision du monde » paru en 1933. La forme de l'État démocratique correspond au caractère d'un homme pour qui l'autre n'est pas un ennemi, mais un égal, un ami. C'est un sujet dont le moi est relativement maîtrisé. C'est un homme pacifique, compréhensif, non agressif. Ses instincts primitifs d'agression se tournent vers lui, avec une tendance à l'autocritique, au sentiment de culpabilité et à la conscience de la responsabilité. Son désir du pouvoir se trouve minoré par son désir de connaître. En revanche, l'autocratie comme forme d'État correspond plutôt au caractère d'un homme marqué par un grand développement de son moi. Cet homme tend à s'identifier avec son surmoi, qu'il identifie à son tour avec l'autocrate, dans la mesure où l'identification avec l'autorité apparaît comme le secret de l'obéissance. Ce type de caractère éprouve un grand attrait pour l'agression. Donc la fin de l'entretien sur l'analyse laïque, c'est un entretien tendu, parfois agressif. C'est terminé par une fin de non-recevoir. Et dans la deuxième préface, Freud avait insisté sur le fait qu'il était resté fidèle au dénouement de ce débat. Je n'ai pas réussi à le convaincre. Kelsen ne comprenait pas la haine de Freud à l'égard des médecins, qui, selon lui, ne justifiaient pas leur dépossession de l'exclusivité de pratiquer l'analyse. Il pointe chez Freud un désir de vengeance contre les médecins. Freud lui dit non, c'est pas un problème de vengeance. Il lui dit, je pense qu'un surcroît de décrets et d'interdictions nuit à l'autorité de la loi.
on ne peut que l'observer, là où l'on se heurte à chaque pas à des défenses, la tentation de les enfreindre est vite ressentie. On n'a pas besoin d'un anarchiste pour voir que les lois et les décrets, au regard de leurs origines, ne jouissent d'un caractère ni sacré ni invulnérable. Manifestement, Kelsen, malgré le scepticisme apparent à l'égard de la valeur thérapeutique de la psychanalyse, donc il disait que la psychanalyse n'a pas douté de sa valeur thérapeutique. Malgré cela, il a fait usage à plusieurs reprises de la théorie analytique dans ses écrits sur le droit international et la politique, des appuis parfois déterminants qu'il a utilisés contre ses adversaires. Sa pyramide des normes, qui reste jusqu'à aujourd'hui une base juridique enseignée dans les facs de droit, est toujours opérante. On y distingue donc les 3 niveaux. Il y a à la base la Grundnorm, qui sont dictées par les tribunaux, les traités, l'échelon suivant les normes conventionnelles, et enfin un niveau supérieur. Ce sont les normes du droit international. Ces 3 instances, ils les appellent ces 3 instances sont dans un rapport dynamique. La pyramide peut s'inverser sans toucher à la solidité de la base et le tout tire sa validité finale de la norme fondamentale. Voilà un peu Freud-Kelsen et ce débat. Moi, je vais passer maintenant à la question du droit international et à la question de la responsabilité individuelle et comment il a pu instaurer donc ce cadre juridique pour le procès Nuremberg. Selon Kelsen, la paix incarne la première tâche politique, laquelle trouvera dans le droit et uniquement dans le droit sa technique d'achèvement. Son apport au droit international marque un dépassement par rapport à Hobbes, qui n'admettait pas l'existence d'un droit en l'absence d'un État. Le premier obstacle juridique majeur auquel le droit international s'était heurté pour acquérir la légitimité de condamner les États qui ont déclenché la guerre, mais surtout les dirigeants, les criminels de guerre, les individus qui ont exécuté ou donné des ordres de l'État, était le principe de non-rétroactivité. C'est un principe qui est inscrit dans la plupart des constitutions des pays vainqueurs. Ce principe énonce ceci. Personne ne peut être poursuivi pour un acte qui ne constitue pas une infraction au moment où il a été commis. Pour Kelsen, il n'y a pas de sacro-saint principe de non-rétroactivité qui vaille comme tel en droit international. Il va fournir en tant que membre de la Commission des Sociétés Unies des arguments pour surmonter cet obstacle ou le rendre non efficient. D'abord, l'idée que le droit est créé, c'est une création d'individus. Tout acte d'application de droit est en même temps acte de création de droit. Ces crimes de nazis sont suffisamment graves pour pouvoir être châtiés en l'absence d'une peine précise fixée avant la commission de l'acte. Les autres arguments contre la non-rétroactivité sont teintés de l'apport de son ami Freud. Le sujet juridique, dit-il, est un sujet qui n'ignore pas la loi. Nul n'est censé ignorer la loi, du moins il doit avoir la possibilité de la connaître. C'est-à-dire qu'au moment où les criminels de guerre ont commis ces actes, ils étaient en possession de la loi. La contrainte est supposée être intériorisée. Si on ôte à une personne cette supposition, le supposer par exemple dans la catégorie des monstres, des animaux ou des végétaux, on lui ôte instinctivement la possibilité d'être jugé. Il faut donc se rapporter à la nature psychique de l'homme, il dit. L'illusion qu'il est possible d'effectuer un retour à la nature est fondée sur la croyance que l'homme est bon par nature. Elle ignore l'instinct inné d'agression chez l'homme.
Elle méconnaît le fait que le bonheur d'un homme est souvent incompatible avec le bonheur d'un autre, et par conséquent, un ordre naturel juste qui garantisse le bonheur de tous, ne devant pas réagir contre des désordres par des mesures de contrainte, est incompatible avec la nature humaine telle que nous la connaissons. Autrement dit, si tout le monde est mauvais, personne ne l'est. Si tout le monde est responsable, personne ne l'est. Comment, dans ce cas, juger la responsabilité individuelle en pénal des sujets qui disent avoir accompli leur devoir sous l'ordre de leur État? Il suffira, dit-il, de transformer une responsabilité morale en responsabilité légale. Si l'acte était répréhensible moralement au moment où il a été commis, quoique pas juridiquement, une loi attachant ex post facto une sanction à l'acte n'est rétroactive que d'un point de vue juridique et pas d'un point de vue moral. C'est surprenant de la part de Kelsen d'admettre la morale comme principe juridique, lui qui est l'auteur de la théorie pure du droit. Mais je cite quand même l'idée que Freud lui avait filée. La morale, la loi, les contraintes sociales sont à l'origine confondues. Voilà un argument qui n'était pas admissible en temps de paix, mais à la guerre comme à la guerre. Pourquoi ce recours soudain à la morale? Est-ce parce que, comme il l'a écrit, le crime a dépassé le droit, le crime des nazis a dépassé le droit, l'a devancé? Est-ce qu'il n'affirme pas par là, et paradoxalement, la limite du droit? Quel lien entre la fondation du droit et la violence? Il est dommage que Kelsen n'a pas connu Walter Benjamin, alors qu'en 1921, leur champ de recherche commun aurait pu favoriser leur rencontre. La critique de la violence aborde la question de droit en tant que violence, sans justement se orner d'un masque totémique, ni incarner un idéal de justice comme Kelsen semblait parfois paraître. Il n'y a pas de justice juste. Et même si elle est vécue comme juste, elle ne peut ignorer la violence fondatrice du droit qu'il a imposé. Le tribunal pénal international devrait, selon Kelsen, éviter que la justice soit celle des vainqueurs, des puissants, qu'il puisse par la puissance de la loi endiguer le désir de vengeance chez les agressés et perpétrer par là le bain de sang. Mais la peine de mort prononcée lors de ce procès était aussi une violence. Le droit positif en tant que contrainte, son fondement, son application ne peuvent se passer de la violence. C'est sur cette piste que nous entraîne la critique de la violence conduite par Benjamin pour penser l'actualité de la guerre. La fascination admirative exercée sur le peuple par la figure du grand criminel s'explique, donc selon Benjamin, ce n'est pas quelqu'un qui a commis tel ou tel crime pour lequel on éprouverait une secrète admiration. C'est quelqu'un qui, en défiant la loi, démasque la violence de l'ordre juridique lui-même. Les crimes de guerre sont, de ce point de vue, le moyen par lequel l'État s'arroge le droit d'exercer seul cette violence, à recours de la violence légitime qui puise sa puissance dans la violence mythique, celle qui appelle à la vengeance. Elle appelle à la vengeance, au sacrifice et à l'effusion du sang, sans l'assumer. Le déni de la violence est, dit-il, constitutif de l'ordre étatique. L'État a peur de la violence fondatrice de la figure du révolté, car il constitue une menace à l'ordre établi, d'où aussi la fascination que nous éprouvons face à la figure du révolté. Il menace le renversement du droit à l'intérieur du droit.
La figure de terroriste, qui n'est pas à comparer avec l'anarchiste, mérite d'être étudiée à la lumière de cette lecture, car elle nous permet d'avancer en suivant un autre axe, la question des rapports de force, celle d'une armée israélienne par exemple extrêmement pointilleuse et technicisée, et celle du révolté armé qui a recours à la violence pour contester l'injustice. Peut-être la question de la disproportionnalité des forces n'est pas ce qui nous permettra de comprendre ce qui se passe sous nos yeux, face auquel nous sommes de plus en plus impuissants. Aussi bien le révolté que l'État moderne dit démocratique ont ceci en commun: ils puisent la légitimité de leurs actes dans la violence mythique, celle qui fonde et conserve le droit à la terre, à l'existence, la lutte pour conserver la terre et affirmer une existence. Tour à tour et simultanément, l'un et l'autre évoquent la violence légitime ou la violence nécessaire. Cette violence mythique, dit Benjamin, ne cherche pas à trancher le conflit entre les antagonistes, mais au contraire à perpétrer le cycle de la violence et de la vengeance. Affirmer avec Benjamin qu'il y a un commun n'est pas pour moi poser une symétrie dans le rapport de force. Loin s'en faut. La violence mythique est sanguinaire, cannibale. Elle crée, multiplie, déplace les frontières, pas uniquement par volonté de conquérir des territoires historiques, mythiques, religieux, mais essentiellement pour sanctionner leur franchissement. Elle est, par conséquent, fondatrice du droit. En fin de compte, il y aura toujours ceux qui ont droit et ceux que, par et à travers le droit, n'auront pas le droit au droit. Affirmer un commun avec Benjamin, c'est aussi le suivre quand il oppose à cette violence, qui est un cycle donc infernal de meurtre, de destruction de l'humain par l'humain, de la haine. Il lui oppose une autre violence, celle que chacun des antagonistes estime vouloir incarner, ou en termes freudiens introjecter, s'approprier, c'est la violence divine. Cette violence du sacré est une violence pure, dit-il. Elle est pure, elle est immédiate, elle est non sanguinaire, elle est transcendante. Si la première, la violence mythique, qui est la violence de l'État, du droit, et du révolté, si la première pousse au sacrifice, la deuxième, elle l'assume. Son but est, dit-il, plus haut que le bonheur, plus haut que la justice d'une existence. Elle préserve l'existence même. Benjamin donne l'exemple de la foudre envoyée par Dieu sur la bande de Corée. Certes, dit-il, ils étaient anéantis parce qu'ils ont affirmé que toute l'assemblée d'Israël était sainte et que Moïse et Aaron n'avaient pas à se considérer comme supérieurs. La sentence contre cet orgueil d'égaler les prophètes fut immédiate. C'est une violence qui tranche sans jugement par l'engloutissement dans les abîmes de la terre et par le feu. Or, Benjamin pointe le fait que cette violence destructrice n'atteint pas la progéniture de Corée, elle ne fait pas couler du sang, puisque leurs ancêtres ont expié la faute. La lignée de Corée a été épargnée. Ainsi s'oppose catégoriquement la violence mythique à la violence divine. C'est la vie en tant que telle et non pas le vivre qui est préservé. La symbolique du sang reste uniquement du côté de la vie humaine, dit-il, car on ne peut pas comparer cette existence à l'animal. On peut, avec Benjamin, évoquer l'acte abrahamique comme un acte de renoncement au sacrifice de l'enfant, donc de la vie, Isaac ou Ismaël, mais un acte de substitution. Dieu a-t-il ordonné un tel sacrifice de la vie, de l'enfant, sans qu'il y ait une faute à expier ?
c'est encore un commun qu'on peut affirmer, un commun entre juifs et musulmans, de la miséricorde divine. Il ne s'agissait pas d'un meurtre, fait de tuer, que Dieu empêche le meurtre de l'enfant et il impose ou il ordonne un sacrifice. Donc il y a une façon d'assumer, la violence divine assume le sacrifice. Et ce commun entre juifs et musulmans dit cet acte n'était qu'un songe. Et Ibn Arabi ajoute un songe mal interprété par le patriarche. Voilà, j'ai terminé. Bien, merci beaucoup Siem pour cet exposé. Effectivement, tu as précisé à un moment que certains textes auxquels tu as fait référence étaient des textes compliqués. Et oui. Je pense effectivement que tu t'es attaqué à des personnalités et des textes très, très, très profonds. Donc tu mets en rapport Freud, Kelsen et Benjamin, et tu dis à un moment, bon, c'est intéressant de voir la porosité ou comment est-ce que l'un a influencé ou a pu nourrir l'autre, et finalement, est-ce que, enfin, j'ai l'impression que il y a une frontière qui n'est pas dépassée, Kelsen reste finalement fidèle un peu à sa vision nécessaire du droit positif, avec au contraire Freud qui lui finalement voit dans la nature du droit et dans l'origine du droit des dimensions inconscientes et finalement ils sont restés, j'ai l'impression, dans ce constat d'une impossibilité d'aller plus loin et de se réunir. Enfin, les écrits de Kelsen et les écrits de Freud montrent qu'il y a l'empreinte de l'un et de l'autre. Donc la théorie freudienne elle a radicalement changé avec l'introduction du surmoi. Elle présente comme une instance de contrainte, c'est-à-dire que l'inconscient introduit un extérieur, une reconnaissance d'un extérieur dans lequel la contrainte sociale, les lois et la morale entrent comme des étrangers à l'intérieur de la vie psychique. Donc le sujet n'est pas fermé, il n'est pas clos, il n'est pas présenté comme isolé de ce qui se passe autour de lui, du discours finalement extérieur. Et ça, c'est l'introduction du surmoi qui l'a permis. Avant, il fonctionnait en termes d'idéal de moi, c'est-à-dire que l'enfant, il a son père et il veut devenir comme lui. Alors que là, et il parle d'amour et de l'amour du prochain, on sait pertinemment que Freud, après, ne parle plus de l'amour du prochain, il parle au contraire de la capacité de l'humain à détruire l'humain. Donc il y a un changement de paradigme, il y a un changement de la vision de la vie psychique. Kelsen, lui, il utilise la théorie analytique comme critique de l'état primitif. Le mot état primitif, il apparaît dans toutes ses écritures sur la démocratie, sur le droit international, etc. Et Totem et Tabou constituent pour lui une référence majeure. L'analyse des foules aussi. Donc il y a, vous voyez, une aspiration. Une aspiration l'un pour l'autre. Qui est là, quoi. Après, Freud, il est, je dirais, plus humble. Il dit, je me suis trompé. Je me suis trompé, et il revient sur ce qu'il a dit, et il introduit autre chose. Enfin, c'est inhérent à la méthode analytique, c'est-à-dire, c'est pas donné comme un bloc rigide où en fait
ça n'évolue pas. Donc la théorie analytique a évolué aussi dans un contexte particulier, un contexte politique. Peut-être la psychanalyse ne serait pas celle que nous connaissons aujourd'hui si elle est née aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui est forcément historique. La question aussi que Michel Foucault a repris dans l'archéologie du savoir, il dit que Freud a mis en place ce complexe d'Oedipe pour faire face à toute une destitution juridique de l'autorité paternelle. Et que sans cette complexité-là, donc sans ce qui se passait au niveau juridique, de passage de l'autorité paternelle à l'autorité parentale dans les lois d'Autriche, peut-être on n'aurait pas eu ce complexe d'Oedipe. Freud s'oppose à cette destitution du complexe, de la supériorité du père dans l'organisation psychique. Donc il y a quelque chose là, aujourd'hui on revient sur ça, dans beaucoup de travaux, cette autorité paternelle n'est pas un destin, etc. Donc ça peut alimenter aussi cette critique. Merci beaucoup. Pour ouvrir le débat, si vous avez des questions suite à cet exposé. Gérard. Deux choses. Et la première qui est concrète, parce que ton texte est extrêmement riche, développé. J'ai vu qu'il était tapé à la machine. Et je crois que ce serait bien que tu nous le communiques et qu'on le diffuse. Au niveau de ce que tu as dit, tu as mis beaucoup l'accent sur la question de l'émergence, à travers Kelsen, à travers le désastre de la guerre mondiale, de l'apparition d'une loi internationale. Cette loi internationale, elle a été fondée par les pays occidentaux, en gros. Pas seulement en gros, mais même en détail. Par les vainqueurs. Qui étaient des occidentaux. Oui. Or, aujourd'hui, on assiste à l'effondrement du droit international. Par les mêmes personnes. Par les pays occidentaux. Est-ce que tu as une idée, comment se fait-il que les créateurs du droit international, aujourd'hui, par exemple, la Hongrie a décidé de quitter le droit international. Oui, aujourd'hui. Oui. L'Amérique a déclaré par son illustre président actuel qu'elle se retirait du droit international, etc., etc. Il y a là un paradoxe. Comment se fait-il qu'en quelques années, on soit passé de cette nécessité de cette fonction intermédiaire, de cette X, comme je l'appelais, comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est tombé? Est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est actuel ou est-ce que c'est le résultat d'un passé très long, par exemple, le passé colonial? Le passé colonial est présent peut-être, quelque part. Je sais pas. C'est le passage, peut-être, j'ai pas beaucoup de réponses à la question, mais j'ai quelques idées. Peut-être il est question du langage de puissance qui prend la part de tout. Le tribunal a été créé pour justement éviter que les puissants se mettent à des actes de vengeance. Parce que la première idée de la commission était que les criminels de guerre soient jugés dans des pays, dans chaque pays, ils vont récupérer des criminels et les juger avec leur droit national. Et Kelsen disait que c'est pas possible parce qu'ils seront prêts à se venger de ces criminels. Il va falloir créer une instance centralisée. C'est son idée, la centralisation, parce qu'on avait le droit, il n'y avait pas d'instance centralisée. Donc c'était son idée, et l'idée que les vainqueurs, ces pays vainqueurs ou d'autres pays faibles qui ne sont pas dans l'axe, avec ces puissances, puissent adhérer par des traités. C'est aussi son idée. Alors aujourd'hui, on remet en question le droit international parce que tout est remis en question finalement. L'ordre juridique n'est plus un ordre qui, comme le voulait Kelsen, un ordre pour la paix.
après ce tribunal, Kelsen a imaginé, il a défendu l'idée d'un État mondial. L'État mondial, c'est une utopie pour lui que cet État mondial puisse garantir la paix, et c'est la seule solution pour lui d'aboutir à la paix générale. Donc, bon, tout s'effondre aujourd'hui. C'est une idée qui est ancienne, c'est une idée de Wilson. Oui. Dès 1918, Wilson, c'était son idée de créer un État mondial, Un État mondial. la Société des Nations. Et d'autre part, cette idée de la vengeance est une idée biblique. Dans la Bible, Oui. toute la Bible est construite sur le refus de la vengeance. Tout doit passer par une instance juridique. On n'a pas le droit de se faire justice. L'histoire de œil pour œil, dent pour dent, c'est une lecture idiote. Parce que il s'agit qu'un tribunal fixe cet œil pour œil. Et pas tu vas crever un œil, je te crève un œil. Donc l'idée, il y a une phrase même de je ne sais plus quel prophète qui dit la vengeance est à Dieu, et pas aux hommes. Oui. Ouais. Et donc cette idée que la vengeance n'est pas aux hommes, elle est reprise par Kelsen de toute façon. Kelsen, donc comment les choses deviennent un masque, disons laïque, mais qui est au fond profondément religieux. Oui. Tu as parlé à un moment des armes. De quoi? Des armes, de la puissance des armes. Et donc c'est quand même une question dont on a débattu par ailleurs, mais qui est la question centrale posée par Gunther Anders. À savoir que les armes ont pris le relais des hommes dans la décision, dans toutes les décisions qu'ils peuvent prendre, y compris juridiques ou de pacification. Ce sont les armes qui mènent la danse, et l'homme est devenu en quelque sorte un relais, devenu inférieur aux armes qu'il a lui-même créées. Au point que il y a tout un vocabulaire qui est en circulation à propos de la bombe atomique en ce moment. Et même Marine Le Pen a parlé, pour la décision de justice qui l'a mis en difficulté, de bombe atomique. Et que la question de la puissance des armes, elle est centrale. Et la bombe atomique nouvelle, c'est le terme qu'a employé Trump, c'est l'intelligence artificielle. Donc les hommes sont menés par leurs inventions et ils deviennent dépendants. Ils deviennent inféodés, c'est le complexe prométhéen de Gunther Anders, à ce ils sont inférieurs à leur propre machine. Est-ce que ça n'est pas une cause de la disparition d'un droit universel, d'un droit qui viendrait limiter la puissance en général, c'est-à-dire la puissance des hommes, puisque ce sont les machines aujourd'hui qui décident de la puissance. Ce sont elles qui mènent la danse. Mais c'est ça un des arguments qui permettrait de comprendre pourquoi le droit international aujourd'hui est invalidé. C'est le droit des machines. Et tout le monde y va. Tout le monde va dans le sens de Musk, tout le monde va dans le sens des machines aujourd'hui. C'est ça quand même une des grilles, je ne dis pas que ça soit la seule, d'interprétation, d'explication de ce qui se passe aujourd'hui relatif à l'abolition d'un droit international. Mais ces machines, elles sont mues par des hommes quand même. Non, il y a même des robots. Ce sont des hommes qui sont mus par les machines. Ouais, c'est ça l'idée. c'est ça l'idée. L'ordre à la machine. Non, il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire que l'homme aujourd'hui, c'est le complexe prométhéen. C'est-à-dire qu'il est devenu dépendant. Il a même honte de ne pas être aussi intelligent que les machines qu'il crée. Et par exemple, le truc qui s'appelle Lavendum. Vous connaissez l'histoire de Lavendum? C'est donc un logiciel d'intelligence artificielle inventé par Tsahal pour discriminer les gens et les tuer. Mais donc ce logiciel repère les gens avec une marge d'erreur de si elle est inférieure à 10%, elle est valable, mais il faut qu'un officier dise OK, appuyez sur le bouton. À un moment donné, il faut appuyer sur le bouton. Il y a un doigt humain qui appuie sur le bouton. On n'en est pas encore au point où les robots il y a des robots qui font la guerre maintenant. Mais ces robots font vraiment la guerre pour leur compte. Il faut les lancer, ces avions qui vont bombarder automatiquement. C'est marrant, d'ailleurs, les avions, maintenant, ils bombardent plus sur la cible. Ils bombardent des fois à 100 km de la cible. Enfin, c'est quand même un pilote qui, à un moment donné, appuie sur le bouton. Non, ça, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton, mais il ne voit pas. D'une part, il ne voit pas. C'est vrai, ça, il ne voit pas les conséquences de son appui, j'appuie sur le bouton. Et d'autre part, il n'a pas accès à l'ensemble des informations qui ont nourri le logiciel d'intelligence artificielle.
et qui ont une marge d'incertitude importante. Donc, on peut dire que la part d'initiative, la part de responsabilité de l'homme, elle est aujourd'hui réduite à celle de quelqu'un qui appuie sur un bouton. Et ça, c'est... Mais c'est pas sans effet. Ben, c'est pas sans effet, c'est une justification qui est donnée à la puissance des armes, c'est qu'en dernière instance, les hommes les contrôlent. Mais Gunther Anders va beaucoup plus loin. Il dit que ce sont les machines aujourd'hui qui sont arrivées à un point de perfectionnement qui va jusqu'à rendre inopérante ou secondaire, subsidiaire l'intervention des hommes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, ou questions, remarques? Ce que vous avez expliqué, moi, ça m'a renvoyé à Asimov et ce qu'il dit sur le cycle des robots et sur la dynastie des Parlez un robots, peu plus fort. avec les 3 lois de ce cycle. Asimov, oui. Asimov. C'est de la fiction qui était fait dans les années 19. Ça, c'est la science-fiction. C'est de la science-fiction, mais ce qui est intéressant, C'est les lois de la robotique aussi. Les lois de la robotique et puis les 3 lois que vous venez de rappeler d'une autre manière, mais c'est vraiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui arrive aujourd'hui, alors que ça a été écrit sous forme de science-fiction au siècle dernier. Enfin, la robotique, dans l'une des lois, c'est quand même de ne pas s'attaquer à l'homme. Voilà, c'est marqué, il rappelle les 3 lois. On est à l'opposé absolu de ces C'est lois. fantastique. C'est quoi les 3 lois d'Asimov? Elles sont pas trop longues. Hein. Non, je vais essayer de un peu plus bas. Première loi, c'est que le robot est au service de l'homme, Ouais, c'est ça. qu'il ne doit en aucun cas s'attaquer à l'homme, Voilà. et que quand bien même, en fait, l'homme est un événement extérieur conduise en fait à la destruction du robot, il se doit en tout état de cause de préserver la nature humaine et l'homme. Alors je crois que c'est dit autrement et C'est bien mieux, exactement ça. et bien mieux, mais je sais pas Non. si tu l'as trouvé. Mais... Et puis après, ça explose, et du coup, il y a quelque chose qui renaît d'un rapport au réel et qui permet de retrouver une humanité. En tous les cas, dans tout état de cause, c'est la préservation de la nature humaine Voilà. et de l'homme. Et en fait, on est dans l'opposé absolu. Non, c'est le contraire. Complètement. Est-ce que vous avez d'autres Une autre chose aussi, oui, si je me permets, c'est que ça résonnait totalement avec ce qu'on peut vivre dans le cadre de l'exorcisme, ce que vous expliquiez, de cet équilibre tout à l'heure, et dans lequel ce qui était dit au niveau groupal, on pouvait le dire, au niveau de ce qui se passe dans l'individu, en rapport sur moi, au moi, à l'idéal du moi, etc. Et comment c'est contré ou amélioré par l'intervention du tiers externe qui vient amener de l'altérité suivant un rituel et qui permet de réintégrer quelque chose qui apaise et met loin. Absolument. C'est fantastique le rapport qu'on peut faire entre ce qui se passe au niveau d'un groupe et ce qui se passe au niveau de la personne au point de vue spirituel. Et au niveau des institutions qui sont Eh devenues des lieux où on augmente de plus en plus les règles, les interdits, et Freud dit c'est contre-productif, parce que plus vous mettez des règles, plus ils sont là pour être transgressés, donc c'est un cycle Il ne faut pas dire ça infernal. à Retailleau, hein. Hein? Il ne faut pas le dire à Retailleau. Si, faut lui. ce qui semble dire que l'esprit de désobéissance, ça c'est assez naturel tout de même. Voilà. Peut-être. Qu'on peut pas capter le sujet et l'enfermer dans une boîte. Il y a forcément ce désir de désobéir, C'est ça, c'est ce qui vient. C'est peut-être le cinéma qui le montre, le film de No Other Land. Il y a à certains moments cet enfant qui danse alors qu'on est dans un contexte de survivance. Merci déjà beaucoup pour cet exposé vraiment brillant et nourrissant.